bonsoir ou bon après-midi. L'APE se fait un plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Mahmoud Morad Khani, si j'ai bien prononcé, neveu du guide suprême iranien, et Ali Khamenei, bien sûr, et farouche opposant au régime de Téhéran. Docteur Morad Khani, j'ai toujours milité, je vous cite, j'ai toujours milité contre le régime et contre mon oncle en particulier, et je n'ai pas arrêté de donner mon avis, avez-vous dit, dans une déclaration publique. Apparemment, l'opposition au régime iranien est un combat pour la liberté, une sorte d'affaire de famille, puisqu'avant vous, votre père, votre mère, donc la propre sœur de l'ayatollah, et votre sœur s'opposaient au pouvoir des religieux qui gouvernent votre pays. Une famille qui a payé le prix fort pour défendre la démocratie. Les religieux ne doivent pas gouverner, ils ne doivent pas participer et intervenir dans la vie civile et politique de l'Iran, avez-vous encore dit. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase qui se trouve dans les 3 évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, est pour vous un principe immuable, un acte de foi qui anime votre lutte pour que votre pays recouvre sa démocratie et votre peuple sa liberté. En France, hier, aujourd'hui et certainement demain, le combat pour les libertés se poursuit. En vous souhaitant la bienvenue parmi nous, correspondants étrangers accrédités à Paris, en France, nous vous invitons, cher docteur Morad Khani, à nous faire partager vos idées et votre combat. Docteur, à vous la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre présence. Comme vous avez dit, effectivement, je suis actuellement en France depuis 1986 et depuis 1995, je suis dans le Nord, j'habite à Croix, c'est une petite ville de la métropole lilloise, et j'exerce le métier de ORL, otorhinolaryngologue, depuis l'an 2000. J'ai un cabinet, donc je suis plutôt médecin, mais de par ma famille, effectivement, depuis le jeune âge, depuis l'âge de 12 ans, je me souviens, j'ai été un peu impliqué au courant de tous les débats, et à l'époque, avant la victoire de la révolution de 79, j'étais un peu au courant de tout. Chez nous, mon père était religieux, mais c'était pas un mollah classique. Il n'avait pas de mosquée, parce qu'en Iran, si vous voulez, les mollahs, ils ont mosquée, ils ont des prières, ils reçoivent de l'argent. Mon père, c'était un fils de paysan. Effectivement, son père était paysan. On avait des vergers dans le nord de Téhéran, et on cultivait de la pomme, des pommes, de plusieurs d'autres produits d'agriculteurs. Donc, mais il était plutôt un philosophe et un enseignant. Et pendant très longtemps, il a enseigné la philosophie, la théologie. Mais depuis toujours, il était vraiment quelqu'un de démocrate. Chez nous, je me souviens, il y avait toujours des étudiants, des gens, des communistes. De tous bords, ils venaient, ils discutaient, il n'y avait pas que des mollahs. Donc, j'ai grandi dans cette famille, et j'ai connu, bien sûr, la philosophie, les livres, tous les livres, Émile Zola, et même les films français, je les ai connus en Iran avant d'arriver ici. Donc, j'ai lu en persan pas mal de livres de philosophes français. Donc, j'ai grandi dans cette optique. En 79, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, je participais et j'étais photographe. J'aimais bien photographier les manifestations à l'époque. J'avais plusieurs albums de photos de la manifestation de 79, mais bon, j'écoutais beaucoup et je participais beaucoup à des réunions. Mais j'ai grandi dans cette optique que, effectivement, les mollahs ne doivent pas gouverner. Mon père était membre de l'Assemblée des sages pour
la Constitution, pour l'établissement de la Constitution, mais il n'a pas signé la Constitution de la République islamique et il n'a pas voulu signer le Velayat Fari, ça veut dire le leadership de religieux à l'époque de Khomeini. Et c'était parmi les premiers qui a protesté contre Khomeini. Mon père était un élève privé de Khomeini et Khomeini l'aimait plus que son fils. Il l'aimait beaucoup plus que son fils. Et même avant sa mort, avait dit qu'il ne fallait pas toucher à mon père. Personne n'avait droit de condamner. À l'époque, Rafsanjani voulait le tuer. Donc c'est Khomeini qui n'a pas voulu, parce que quand même il le connaissait. Et Khomeini, il savait qu'il avait tort. Plusieurs fois, il avait, de façon privée, avait parlé avec Khomeini. Mais le problème de Khomeini, je l'ai dit plusieurs fois, mais on oublie un petit peu, c'est que les mollahs, en général les mollahs chiites, considèrent Najaf, la ville sainte de l'Irak, appartenant à un chiisme. C'est un lieu saint, Najaf. Et Khomeini a vécu 14 ans en Irak, et Saddam n'a pas voulu qu'il devienne le leader, le marja, le chef de chiisme à la place de Khoï. Saddam l'avait refusé. Et il a eu, à mon avis, une rancune contre Saddam. Et l'objectif de Khomeini, c'était envahir l'Irak. C'était prendre l'Irak. La guerre contre l'Irak, la guerre de l'Irak avec l'Iran, bien sûr, militairement, c'est Saddam qui a commencé. Mais avant que Saddam commence, c'est lui qui avait envoyé des milices. Il y a eu quelques manifestations à Bagdad, il y a eu quelques événements et Saddam avait peur que son régime tombe entre les mains des chiites. Et c'est comme ça que la guerre a commencé. De toute façon, les mollahs adoraient ça. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que mon père est allé en Irak en 1985, parce qu'il voulait rester à Najaf. Et c'était une ville sainte pour le chiisme. De toute façon, mon père n'a jamais été pour le gouvernement islamique, n'a pas voté, et il a dit toujours que les mollahs ne doivent pas gouverner. Et personnellement, depuis toujours, j'ai pensé ainsi et j'ai suivi, bien sûr, les enseignements de mon père. Mon oncle m'avait proposé plusieurs fois, en dernière, quand il était président de la République, que je m'approche à Téhéran et que j'ai refusé. Et je n'ai pas voulu. Donc je suis resté à Machhad. Et puis, comme je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas aller à l'université. Donc à l'époque, même maintenant, pour aller à l'université, il fallait passer un examen idéologique, un concours. Donc si je dis que je suis avec vous, c'est un mensonge. Et si je dis que je suis contre vous, il n'accepte pas. De toute façon, je ne pouvais pas participer, je ne pouvais pas avoir d'autres choses. Et comme je voulais faire mes études en médecine en particulier, donc je suis sorti d'Iran. Donc ça, c'est un peu la vie personnelle. Mais sur le plan général, j'avais préparé un petit texte, je vous le donne. J'aimerais bien que ça soit diffusé. Il y a plusieurs éléments, à mon avis, assez importants à propos des mouvements actuels, de la révolution qui est en cours. Pour moi, c'est une lutte qui a commencé dès l'établissement de la République islamique. Dès le début, on était contre ce régime. La plupart, même parmi les intellectuels, on ne voulait pas ce régime. Ceux qui avaient fait la révolution en 79, pour une grande partie, ne voulaient pas. Même Khomeini n'avait pas dit qu'il allait faire une république islamique ainsi, qu'il y aurait des massacres, qu'il y aurait des exécutions, qu'il y aurait de la censure et tout ça. Donc c'est une révolution qui a commencé dès la naissance de la République islamique. Malheureusement, elle est lente, elle n'est pas assez rapide. On préférerait que le régime tombe beaucoup plus vite, mais c'est sûr que c'est une opposition qui existait et qui existera. Le peuple iranien, heureusement, dans sa majorité, n'a jamais accepté ce régime. Il y a eu des problèmes, il y a eu dans l'opposition et les autres. Bien sûr, Ali Khamenei, mon père l'avait dit à plusieurs reprises et tout le monde sait, il était élève de mon père. Avant la révolution, il n'avait pas fini ses études. Il n'était pas, soi-disant, ayatollah. Il est devenu après, sans faire les études. Donc il n'a pas un niveau vraiment suffisant pour être un vrai théologue. Tandis que, par exemple, mon père était au niveau de Montazeli. Vous connaissez Montazeli? Donc c'est le même âge. Mon père, il est mort en octobre à l'âge de 96 ans.
Il a vécu jusqu'à 96 ans. Il est décédé en octobre dernier. Donc il n'était pas vraiment formé, mais Ali Khamenei, il était quelqu'un de très social, sociable et social. Il était avec les jeunes, il participait à des réunions de poésie, de la musique même, à l'époque de l'ancien régime. Alors pourquoi ? Parce que moi je pense que les gens qui veulent avoir un pouvoir, qui veulent s'imposer, avoir une place dans la société, ils sont en général assez agréables. Ils s'entendent avec tout le monde et ils s'arrangent pour qu'ils soient acceptés un peu partout. Par contre, mon père, qui n'avait pas cette machin, il était assez dur, il était assez direct, et beaucoup d'Iraniens n'aimaient pas mon père parce qu'il était trop direct, trop rigide. Mais même moi, je l'ai dit, parfois les Iraniens, ils ont mal interprété. À l'époque de Shah, je préférais mon oncle que mon père. Dans le sens, voilà. Bah oui, il était agréable, il était gentil, on pouvait lui parler. Je lui allumais sa pipe, mais tout ce que je ne pouvais pas faire avec mon père. Allez-y. Un peu. Bien sûr, bien sûr. Bah, non, allez-y. On passe aux questions. Ok, allez-y. À chaque place. C'est monsieur, vous avez dit que vous souhaitez que le régime chute au plus vite. C'est bien ça. Quelles sont vos prévisions en fait? Et sur quels éléments vous fondez pour dire que ce régime va chuter au plus vite? J'ai jamais dit qu'il va chuter et je ne fais jamais de prévision. Je suis contre la prévision. Non, le souhait, ça n'a... Pardon, je vous pose la question. Est-ce que vous considérez que ce régime est assez stable pour qu'il persiste ou bien un jour il est condamné Tous les régimes. Un jour, c'est un grand mot. On peut dire un jour, on va tous disparaître, la Terre va exploser, le Soleil va s'éteindre. Mais, oui, non, je ne fais jamais de prévision. Je dis, ce régime doit disparaître, devrait disparaître. Si on avait fait mieux, il aurait disparu beaucoup plus tôt. Et malheureusement, effectivement, dans un sens, notre opposition était assez faible. On n'a pas été assez vraiment agressif et efficace de côté iranien, et bien sûr de côté international aussi, ils ont été aidés par beaucoup d'événements, des choses, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont été aidés et malheureusement ce régime a réussi à survivre à des conflits, à des problèmes. Ça c'est notre regret. Moi je ne fais pas de prévision. Je dis ce régime devrait disparaître il y a très très longtemps. Mon père en 1960, non pas en 1960, pardon, dans les années 60, ça fait quelle année? C'était 70, on va dire. 70. Dans les années 70, avait demandé à M. Banissad, le président de la République de l'époque, de faire monter... 80, dans les années 80. Voilà. Oui, mais c'est parce que dans certaines dates, dans ma tête, c'est au calendrier persan. Donc, c'est pas la même chose. Il y a une petite différence. Donc, je suis pas assez rapide mathématiquement pour transformer. Donc, dans les années 80, voilà, c'était au début de la guerre avec l'Irak, effectivement. La guerre, c'était en 80-81, effectivement. C'était l'année où j'ai eu mon bac. Ça, je me souviens. Donc, avait demandé à M. Banissad de faire sortir le peuple dans la rue. Et vraiment provoquer la révolution, parce qu'ils avaient commencé à éliminer tous les partis politiques. C'est à cette époque qu'ils avaient essayé de massacrer et de taire tous les partis politiques, que ce soit de gauche ou de milieu. Et ça ne s'est pas fait. Et s'il avait usé de son pouvoir en tant qu'opposant de la République, on aurait pu se débarrasser de ce régime. Et comment vous évaluez la contestation? Quels sont ses points faibles? Quels sont ses points... Le point fort de cette contestation, c'est que l'apport est tombé. L'apport est tombé, il n'y a plus de respect comme avant. Malheureusement, on a beaucoup respecté. D'ailleurs, la révolution de 79 a réussi parce que les intellectuels ont accordé un peu trop de respect, trop de confiance au mollah. Khomeini, c'était notre pape. Bien sûr, il nous a dit des belles paroles. Il disait des belles paroles. Mais on a fait trop de confiance. Et pendant très longtemps, les gens, ils ont respecté les mollahs.
les religieux. Et là, maintenant, on voit bien que ce respect est disparu, est vraiment atténué, et il n'y a plus d'espoir de réformistes. Pendant longtemps, on a pensé que ce régime peut se réformer. Il y a beaucoup d'Iraniens qui pensent encore que c'est un jeu, qu'il y a des choses derrière, que c'est pas du vrai, et ils ne croient pas à ce qu'ils disent, et ce qui, à mon avis, c'est faux. Mais tout ça, c'est en train de disparaître, et on comprend bien que vraiment, c'est un régime idéologique, pas religieux simplement, c'est idéologique. Ils pensent à ce qu'ils veulent, qu'ils disent, et ils iront jusqu'au bout, certainement, et il ne faut pas les respecter, et ils ne peuvent pas se réformer. Ali Khamenei ne peut pas reculer d'un pas, même pas un pas. Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur de la répression aujourd'hui en Iran ? Énorme, énorme, ça a été énorme, mais c'était moins que la dernière fois. C'était moins que la dernière fois parce que les gens, ils ont eu beaucoup moins peur et ils ont répondu. Et ce que, moi, personnellement, je l'avais dit, mon père aussi avait dit, toujours qu'il faut répondre. La violence vient toujours du régime. C'est le régime dictatorial qui est toujours, qui commence la violence. Le peuple se défend. Il n'y a pas de violence de la part du peuple. Le peuple qui manifeste et répond à une agression de l'État. Mais est-ce que cette répression est suffisante pour arrêter ces manifestations ? Peut-être momentanément, mais c'est sûr que le peuple iranien ne va pas s'arrêter à ça et ça va se refermer. Bien sûr, il faut d'autres choses. Je pense à une infrastructure politique, ce qui manque malheureusement. La question la plus importante qu'on se pose en Iran, c'est qu'est-ce qu'il y aura après ? Ça, c'est la question principale. Tant qu'on n'a pas répondu, en tant que l'opposition, en tant que politicien, qu'est-ce qu'il y aura après ? On ne sortira pas. La majorité en Iran est silencieuse encore. Il y a beaucoup. Est-ce qu'il y a un risque que cette révolte qui a commencé en septembre suite à l'assassinat de la jeune femme, est-ce que 4 mois après, il y a un visage qui se dégage, qui est l'image de l'opposition? Et est-ce que vous ne jugez pas qu'il y a un risque que la révolte oui, mais il peut se calmer, il peut s'atténuer, mais ça reviendra. Le problème n'a pas été réglé et il y aura toujours des prétextes et des prétextes pour se révolter. Il y aura toujours. Mais le problème principal, c'est ça, c'est que le corps politique, enfin l'opposition iranienne n'a pas réussi encore à répondre à cette question. Et l'inquiétude et la peur du peuple n'est pas encore effacée. Mais quelle opposition ? Alors, quelle opposition ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Voilà. On vous écoute. Malheureusement, nous avons une opposition. Nous avons des partis politiques. On a beaucoup travaillé, mais de façon assez individuelle et séparée. Et si le peuple iranien est dans la rue actuellement, c'est grâce à notre travail, le travail de l'opposition, les télés. Il y a eu des partis politiques, il y a des partis politiques encore. Qui ? C'est pas des secrets. Quel parti ? Banissar ? Non, Banissar. Bien sûr, il y a des. Non, moi je ne vois pas de personnalité. Je ne sais pas de la personnalité. On a des partis républicains, partis social-démocrates, des partis communistes. Comment ils s'appellent ? Dites-moi. Les partis républicains, comment ils s'appellent ? Ah ben, il y en a plusieurs, Si, on a des sécular-démocrates et M. Shariat Madari, il a organisé et rassemblé plusieurs partis. On a le Parti démocrate du Kurdistan, il y a le Parti communiste, on a un parti communiste. Mais malheureusement, alors c'est vrai que j'aimerais bien le dire, parce que personne ne le dit, je suis parmi les seuls à le dire, c'est que, comme vous avez dit, le portable, malheureusement à cause de l'Internet, chacun est devenu un chef. C'est-à-dire que les Iraniens, en général, malheureusement, j'ai toujours critiqué. Personnellement, j'ai dit haut et fort, je suis républicain, je suis social-démocrate, et je suis membre d'un parti, je sais qui. Le jour où il y a un au nord, je mettrai ma vote pour eux. Ça, je l'ai dit. On peut dire... Mais les Iraniens, ils ont l'habitude, depuis toujours, de dire qu'on dépend de personne. Le fait de ne pas dépendre de personne, ça affaiblit les partis politiques. Docteur, sur ce point précis, vous pensez qu'il y a un déficit de communication Non. de la part Ce n'est pas des déficits de communication. des révolutionnaires ou Non.
de l'opposition iranienne. D'un côté, c'est ça, c'est la mode, un peu la mode aussi, chacun sa parole, on dépend de personne, on est indépendant, l'indépendance. Deuxièmement, en partie c'est à cause des journalistes aussi, parce que les journalistes, c'est vrai, doivent être indépendants. Mais c'est pas vraiment indépendant, surtout quand on est en phase de lutte. C'est pas pareil. On n'est pas dans un pays stable. On n'est pas en France. Pour dire, voilà, l'Express ou le Parisien ou d'autres journaux sont indépendants. On est dans une lutte. Donc moi, je pense que les médias iraniens doivent prendre la part des partis politiques. Et ce qu'ils n'ont pas fait. Et ils ont joué, chacun pour son média, et chacun pour soi-même. Et les journalistes sont devenus les politiciens, et les politiciens ont fait de le journalisme, malheureusement. Les médias, docteur, ne sont plus cloisonnés dans des limites géographiques des pays. Les médias sont... Oui, mais quand on est en lutte, c'est pas pareil. Non, on est global. On est dans une... Alors, la nouvelle stratégie de tout mouvement, notamment d'opposition, est de s'organiser pour que... Oui, mais on est dans... qu'il n'y ait plus un déficit de... Oui, mais on a un objectif, on est en lutte. Qu'il n'y ait plus un déficit de communication. D'un côté, les jeunes Iraniens sont tués dans la rue, dans les prisons. Le peuple est réprimé, mais on ne peut pas avoir un média indépendant comme en France, comme en Europe. Ça, je suis complètement d'accord. L'Étranger a certainement les moyens de lancer de pallier à ce manque de... Ouais, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que face à ce conflit, vous pensez que la famille de l'ancien Charles, notamment je pense au fils de Reza Pahlavi, est-ce qu'il a le rôle à jouer? Est-ce que c'est lui qui peut être éventuellement leader de l'opposition? Je pense qu'il a un rôle médiatique et symbolique, mais je suis quelqu'un de démocrate et je voudrais une vraie démocratie. Dans une démocratie, c'est les partis politiques qui gouvernent. Même Reza Pahlavi a dit, si on a un jour une assemblée générale, c'est dans l'Assemblée nationale, c'est dans l'Assemblée, ce sont des partis politiques qui gouvernent, qui décident, donc c'est pas le roi ou le président de la République qui envoie, c'est les partis politiques qui envoient des députés. Donc, en face de l'opposition, en face de l'autre aussi, je pense qu'on doit avoir vraiment des partis politiques, et c'est les partis politiques qui doivent lutter et doivent présenter le peuple. Lui, c'est un symbole. Comme je suis un symbole, le neveu d'Ali Khamenei, c'est assez important, je pense, comme vous voulez, mais c'est un symbole. Si je fais quelque chose sur le plan politique, ce sera derrière un parti politique. D'accord ? Il doit travailler derrière un parti politique. On doit avoir des partis royalistes qui militent, et lui, il est bien sûr leur représentant. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre famille? Oui. Parce que je sais que votre maman oui. est là-bas. Oh oui, tout va bien. Est-ce qu'il a des nouvelles de sa famille, sa maman qui est là-bas? Oui, notre famille en a... Elle est en prison. Oui, ma soeur en prison, bien sûr. Il est bien, il est en prison. Il n'y a pas de problème. Non, mais notre famille est un peu particulière. Comme je dis, il y a plusieurs particularités. Déjà, on était un petit peu immunisés, Khomeini et même Ali Khamenei, et n'ont pas voulu attaquer notre régime, à notre famille. Donc, ce qui est bien, je profite, beaucoup d'Iraniens ils disent « Pourquoi on t'a pas tué ?» Bon, moi je dis « C'est pas grave, ils peuvent tuer demain. Mais tant que je suis pas mort, tant mieux. Je vis. Et je proteste. » Donc, on a une petite immunité, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire contre ma sœur? J'ai dit, on m'a demandé est-ce qu'il a été torturé. On torture en Iran, soit pour avoir des aveux pour aller à la télé, mais ils savent très bien que ma sœur, il ne va pas faire ça. Soit pour éliminer, il ne veut pas l'éliminer. Alors pourquoi le frapper? Il n'y a aucun intérêt de la frapper. Et la maman? Et la maman? Bien sûr, pareil. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, c'est pas ce qu'on fasse. Elle a été à un certain moment emprisonnée, n'est-ce pas? Ma mère, non. Non. Oui, ma sœur, bien sûr. Il y a une question, madame. Allez-y. La majorité silencieuse, elle est de quel côté? Contre le régime. Mais moi, je pense que le peuple, dans sa majorité, partout dans le monde, a toujours raison. Il est très intelligent. Le peuple est en général sage. Et l'apport de demain, de lendemain, qui fait qu'ils sont silencieux. Sinon, ils sont contre. Et même beaucoup des mollahs, de clergé, de schisme, qui sont contre le régime, mais ils ne redisent rien parce qu'ils ne savent pas exactement, ils n'ont pas les garanties pour après.
Il y a mon oncle, un de mes oncles, qui a dit ouvertement, et bien sûr, il a peur de demain, sinon il protestera. Si nous avons une opposition et un programme qui détermine quelles seront les sanctions pour les différents corps, ceux qui ont participé, ceux qui n'ont pas participé, quelle sera la place de la religion en Iran, c'est sûr que ces gens-là, ils parleront plus. Ils seront plus. Monsieur, Des réformistes dans l'entourage de Khamenei, mais qui n'osent rien faire parce que pour eux, c'est pas sûr non plus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle plus important que maintenant? S'il y a des garanties, ouais. Si nous avons en opposition un programme bien établi, bien écrit, confirmé, accepté, accordé par les Nations Unies, par les pays libres, par l'Europe en particulier. Jusqu'à la fin du Wilayat el-Faqih? Bien sûr. C'est possible? Bien sûr. On ne veut pas. Il n'y avait que Khomeini qui était d'accord avec Wilayat el-Faqih. Il n'y a pas d'autres mollahs iraniens. Mon père n'était pas d'accord, Montazeli n'était pas d'accord. Ayatollah Shah el-Madani, qui l'ont tué, n'était pas d'accord. Le fils de l'Ayatollah Shah el-Madani, Hassan Shah el-Madani, il milite. Donc, et ils n'étaient pas d'accord avec le Wilayat el-Faqih, c'était une invention. Enfin, invention, c'était une idée de Khomeini et pas d'autres personnes. Donc, la plupart des mollahs n'étaient pas pour, vraiment. Ils sont entraînés parce qu'il y avait de l'intérêt, surtout financier, bien sûr. Dilo Biango, République démocratique du Congo. D'abord, une question de précision. Vous êtes le neveu du côté maternel ou maternel? Maternel. D'accord. Et puis, comment le monde du pétrole se positionne par rapport à vous qui êtes dans l'opposition à l'extérieur? Parce que le pétrole a une puissance par rapport à... Je pense, moi je n'ai jamais raisonné dans ce sens-là. Je ne raisonne pas en tant que pétrole, l'argent, il y en a partout. Si on a un programme pour demain, je pourrais aller discuter avec le président chinois et dire qu'on sera un très bon client. Et il acceptera. L'argent peut bouger de tous côtés. Monsieur Chahid. Une question sur une éventualité. Est-ce qu'on peut croire un coup d'État, pas forcément pour renverser le régime, au contraire débarrasser de guides et de garder le reste? C'est pas possible. Pourquoi? Impossible. Pourquoi? Parce que c'est pas une armée. C'est une milice religieuse. Ces repassants sont là parce que les mollahs sont là. Les mollahs sont là parce que les repassants ils sont là. Ces deux-là sont reliés ensemble. L'un sans l'autre n'existeront pas. Impossible. Je vous garantis. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez des Moudjahidines du peuple et quel rôle peuvent-ils jouer? Malheureusement, Moudjahidines du peuple ont été un peu barrage à notre révolution et à notre lutte contre ce régime. Parce qu'ils ont eu beaucoup de défauts, d'erreurs idéologiques, tactiques, et ils n'ont pas voulu se corriger. Et le régime a beaucoup utilisé en disant, voilà, beaucoup de gens ont été tués, soi-disant parce qu'ils étaient pro de Moudjahidine. Donc, malheureusement, c'est un groupe politique qui font partie de l'Iran, bien sûr, mais qui ont fait beaucoup d'erreurs et qui ne veulent pas accepter leurs erreurs, ils ne veulent pas se changer, et ils empêchent vraiment une partie de l'opposition de bouger et de faire quelque chose. Moi, c'est dommage. À l'époque, mon père, dans les années 80, quand à Machhad, moi j'avais un ami très très cher, s'appelait Mehrizi, qui a été assassiné, enfin tué, exécuté par le régime, et même sa femme qui était allée pour le Var, c'était dans les années 80, hein, c'est pas maintenant. Et mon père a beaucoup défendu les Moudjahides, soi-disant les militants de Moudjahidine, il y en a eu quelques-uns, mais mon père a toujours défendu les victimes. Ceux qui étaient victimes pour lui. Mais il n'a jamais été avec les Moudjahidines. Et d'ailleurs, Rajavi, un jour, avait envoyé un message à mon père en disant que tu nommes tous mes partisans, mais tu n'as jamais nommé mon nom. Tu m'as jamais nommé. Mon père, il a répondu, tu meurs et je te nommerai après.
Y a-t-il un moyen, docteur, de les ramener dans le... Ben, j'aimerais bien. J'ai lancé plusieurs fois. Moi, je pense que dans un pays démocratique, dans les pays libres, dans le pays moderne, quand un parti politique ne marche pas, il change de nom, il change de direction, il change de tout. Mais là, il faut qu'il le fasse. Il faut le faire. Au moins, le nom de Moudjahidine Khaled n'a plus de sens. Encore, Michel. Quel avenir vous voyez alors pour l'Iran? Parce que vous ne croyez pas en un coup d'État, vous dites que ce n'est pas possible. Alors, concrètement, comment vous voyez... Moi, je ne vois pas l'avenir. Je ne vois pas l'avenir. Je ne suis pas un voyant. D'accord. Je voudrais tout simplement qu'on soit un peu plus sage politiquement et qu'on renverse ce régime et instaure une démocratie comme il faut. Mais renverser d'une quelle manière? Par la révolution, bien sûr, par le peuple. Sage, vous dites sage, ça veut dire quoi exactement? L'opposition. Sage. Sage, ça veut dire avoir un programme. Un manque de sagesse. Avec de sagesse, je pense. Alors, une révolte. On est beaucoup de sentimental que vraiment sage. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de sentimentalisme actuellement. Michel. Oui. Docteur, malheureusement, je ne lis pas le persan, donc je n'ai pas accès à la presse en langue persane, mais enfin, il y a la presse anglaise, etc. Bien que vous viviez ici, je pense que vous suivez au jour le jour ce qui se passe en Iran. Il y a une question qui se pose actuellement en Iran. Il y a une certaine lutte pour la succession du guide. Est-ce que vous pouvez nous analyser cette situation? Qui fait quoi? Quelles sont les différentes composantes? Quels sont les partis qui sont en train de se battre entre eux? Parce que vraiment, je pense que ça, c'est... En plus, ça n'intéresse pas que les journalistes, ça intéresse aussi les chancelleries, ça intéresse heureusement, je dirais pas malheureusement, heureusement, il n'y a pas grand nombre pour remplacer Ali Khamenei. En dehors de son cercle familial ou privé, il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait prétendre sa place. N'existe pas. Alors non, ça c'est le cercle. Je dis en dehors de son cercle familial et proche. Alors à l'intérieur, je pense qu'il souhaite que ce soit son fils. Il souhaite que ce soit son fils, et heureusement, il n'y a personne d'autre qui pourrait. Il n'y a pas quelqu'un renommé et acceptable par toutes les parties du régime pour remplacer Ali Khamenei. Même Raïssi et sa façon de parler déjà, il a été très très moqué. Oui. Donc il n'a pas beaucoup de connaissances, hein, même en langue persane. Je ne sais pas si vous le savez. Révolution héréditaire. Oui, non, c'est après. Il a quels appuis? Il n'a pas besoin d'appui. Que ce soit le fils de son père. Il n'a pas d'autre appui, mais il a les passe-temps. Il a le passe-temps. Lui, Mojtaba Khamenei a beaucoup aidé, et même à l'époque de Ahmadinejad. C'est lui qui a forcé la réélection d'Ahmadinejad. Et donc, il a des relations avec les passe-temps. Donc, ce sera les passe-temps qui seront derrière Mojtaba Khamenei. Mais, ce qui est bien pour nous, je dirais heureusement, c'est que lui, ou n'importe qui, même lui, ne pourra pas gouverner trop longtemps. Ne pourra pas rester au pouvoir longtemps. Il n'a pas légitimité. Et à l'intérieur du régime, il y a beaucoup de différences. Il ne faut pas oublier que Khomeini, il avait un charisme. Et bien sûr, c'est lui qui a fait la révolution. Ali Khamenei est arrivé au pouvoir parce qu'il y avait Rafsanjani. S'il n'y avait pas de Rafsanjani, s'il n'y avait pas la guerre, il n'aurait pas pu rester au pouvoir, Ali Khamenei. Lui-même, il avait dit, il ne pouvait pas. Donc, ces conditions n'existent plus. Ni le charisme de Khomeini, ni la situation exceptionnelle de l'époque de Khamenei et la présence de Rafsanjani. Donc, Mojtaba, s'il arrive, très rapidement, le régime va se désintégrer. Ça, je suis sûr. Il est très malade, vraiment. Il est mourant. Je ne sais pas, non. On entend Non, ça c'est faux, ça c'est faux. Ça c'est... Oh non. Son père a vécu jusqu'à 92 ans, mon père 96 ans. Les mollahs ne meurent pas comme ça. C'est bien d'être religieux si on vit à 80. Hein? C'est bien d'être religieux si on vit à 80. Voilà. N'est-ce pas? Donc il faut aller être religieux. Allez, vous m'acceptez? C'est comme ça. Quand on ne travaille pas, C'est comme ça. Mon père a vécu 96 ans, son père 92 ans, et lui il a que 86, je crois.
Formidable. 84, quoi. Est-ce que j'ai encore une question? Allez-y, je vous en prie. On parle beaucoup de la fortune de Khamenei. Ah, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? on m'avait posé une fois la question, j'ai répondu comme ça. J'aurais aimé qu'il soit uniquement voleur et qu'il vole l'argent. J'aurais aimé qu'il pique l'argent autant qu'il voudra. L'argent n'a aucune importance. N'importe qui arrive au pouvoir aura l'argent, il rassemblera pour Non, fortune. parce qu'on parle des sommes... Peu importe, quel d'autres dictateurs vous avez qui soient pauvres. Tous les dictateurs sont comme ça. Ça ne se discute pas dans ce sens-là. On est contre ces actions, contre les droits de l'homme, contre le peuple et tout ce qui va avec. L'argent, ça n'a pas d'importance. Je ne sais pas. Bien sûr, il a tout l'Iran. Ben, tous les dictateurs sont comme ça. Ceausescu était comme ça, Kadhafi était comme ça, tout le monde était comme ça. C'est pas étonnant. En discuter, c'est inutile. On m'avait posé une fois la question, j'ai dit, j'aurais aimé qu'il soit uniquement voleur. Avant-dernière question, la dernière étant la mienne, si vous le permettez. Avant-dernière question. Madame, allez-y. Ça fait même pas une heure, hein? Oui, non, mais on peut continuer en aparté. C'est par rapport avec Madame. le jeune homme qui s'est suicidé à Londres, à Lyon. Mohamed Moradi. Quel est votre sentiment par rapport à cet événement? Ben, je suis désolé pour lui, je suis triste pour lui. Personnellement, je ne suis pas très sentiment et je n'agis pas en sentiment en général. Est-ce que vous pouvez commenter le menace contre la France, le dessin de Charlie Hebdo? Ben, je suis pour la liberté de la presse. Je trouve que c'était tout à fait juste et il fallait le faire. Il n'y a pas de peur à faire. En France et dans la démocratie, dans les pays modernes, on n'a pas de sacré. Il n'y a rien de qui est sacré. Malheureusement, en Iran, on gouverne grâce à des principes religieux qui considèrent qu'il y a un certain nombre de choses qui sont sacrées. Pour nous, ça n'existe pas le sacré. Est-ce que vous avez reçu des menaces du régime? Pas moi directement, j'attends. Ça n'a pas changé votre quotidien? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous n'êtes jamais rentré en Iran? Ah non, je ne vais pas aller dans la gueule de l'eau quand même. Vous n'avez pas une certaine immunité? Dans la gueule de Oui. l'eau. Je n'irai pas dans la gueule de l'eau, bien sûr, mais s'ils viennent, il n'y a pas de problème. Docteur Malkhani, d'après vous, suite de la dernière décision de l'Union européenne, est-ce qu'il y a un demi-tour vers le passé ou c'est une tactique ou décision provisoire? Non, mais je pense que l'Europe et les pays libres en général, ils font en fonction de quotidien. Ils sont très réalistes. Actuellement, il va très bien que le peuple iranien est contre, il bouge, donc il s'adapte. Il s'adapte à la situation. C'est le contraire, parce qu'ils devaient mettre le nom de Pastaran dans la liste des terroristes. Ils n'ont pas accepté. Le Parlement a voté, mais l'Union européenne n'a pas Oui, accepté. mais je pense que politiquement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Quand il y a encore la Chine et la Russie et l'Inde qui sont derrière, qui commercent avec l'Iran, la plupart des... Ça fait un poids. Comment l'Occident n'a pas une solidarité? Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt majeur à accorder. Parce qu'il y a de la démocratie en France, en Europe, il y a des voix différentes et c'est la démocratie qui gagne. Donc je pense qu'il y a des partis politiques qui sont pour, il y en a qui sont contre, tout simplement. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il soit mis en tant que terroriste ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Ce n'est pas le premier cas d'ailleurs. Ce n'est pas le premier cas. Et puis, n'oubliez pas, dans les pays, même les sanctions n'ont jamais fonctionné. En Afrique du Sud, s'il n'y avait pas Mandela, s'il n'y avait pas la partie politique de Mandela, les actions de Mandela, le régime n'aurait pas changé. Ce n'est pas uniquement avec les sanctions. Donc, durcir les sanctions, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et la solution pour faire la guerre, là, directement? Il n'y a pas de... Parce que ce qui a changé... Il ne faut pas guerre. On ne vous demande pas de faire la guerre contre le régime. C'est à nous de le faire, bien sûr. C'est à nous, le peuple en Iran est capable de renverser le régime. On fait qu'il a suffisamment de force. Et l'objectif, c'est faire bouger le maximum de peuple. Excusez-moi, docteur, j'ai une question que j'ai déjà posée à une de nos invités iraniennes il y a quelques jours. Et ça concerne l'exportation de la révolution iranienne dans l'entourage du pays. Bien sûr.
pour parler du Liban, vous Bien sûr. m'excuserez. On en a parlé tout à l'heure brièvement. La révolution iranienne et ses suppôts et ses agents au Liban sont en train d'injecter dans le corps libanais des choses et des coutumes et des traditions et des réflexes, même au sein de la famille libanaise, des choses qui ne sont pas dans nos coutumes, ni dans notre histoire, ni dans notre civilisation. Pensez-vous que la révolution ou les révolutionnaires irakiens sont conscients de ce fléau, véritable fléau, je n'hésite pas à le dire, que représente ce slogan qui est l'exportation de la révolution iranienne. C'est quoi? Le Khomeini a commencé par ça. On exporte de la marchandise, mais est-ce qu'on exporte une révolution? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais fait plusieurs lettres, et notamment, je ne sais pas si vous avez vu ma lettre ouverte à Obama. Mais bien sûr, j'avais déjà parlé de ça. Je vous donnerai pour que ça soit diffusé. Le régime islamique et Khomeini avait pour l'objectif, pas tout simplement d'envahir l'Irak, et aussi le Moyen-Orient. Donc ils ont, même en Afghanistan, en Pakistan, en Irak, au Yémen, dans tous les pays du Golfe Persique, au Liban, ils ont injecté, effectivement, ils ont pénétré, et l'islam politique vient de l'Iran. Je voudrais revenir toujours si vous voulez, à l'avenir de cette révolte qui est actuellement. Et vous parlez de... vous dites vous-même que le seul avenir pour l'Iran, c'est une révolte, c'est le peuple qui doit renverser le ayatollah. Mais est-ce que vous pensez réellement, ne serait-ce que regardant le passé de votre pays, qu'une révolte sage est possible? Il faut que ce soit possible. Je n'aime pas la prévision, je ne suis pas un voyant. Je suis un théoricien, je pense qu'il faut que ça soit possible, point. Il faut qu'on le fasse. Connaissez-vous vraiment les révolutions sages? Il n'y en a pas eu, mais on ne veut pas quelque chose d'absolu. C'est jamais absolu, que ce soit dans la bonne direction. C'est sûr que de jour au lendemain, on n'aura pas la démocratie en Iran, mais en renversant le régime correctement, on ira dans le chemin vers la démocratie. Et les révolutions, effectivement, il y a toujours des problèmes, on connaît très bien, et au début, mais c'est une phase à passer. Je ne dis pas révolution forcément pacifiste, mais une révolution est indispensable, et la finalité sera bonne. Et si j'ai bien compris, c'est donc le plus grand problème maintenant, c'est que l'opposition ne s'est pas bien organisée. Je pense qu'on devrait. Comment peut-il s'organiser si ce n'est pas si facile d'avoir un parti politique Je pense qu'il faudrait renforcer nos partis politiques. Les Iraniens doivent adhérer, ce que j'ai toujours dit. Je suis contre dire que je suis indépendant, que j'appartiens à aucun parti politique. C'est ça un peu l'esprit des Iraniens. Ça c'est l'Internet, c'est la modernité. Chacun fait un article à son nom. On ne peut pas avoir 80 millions de partis politiques dans un pays. Donc c'est un peu à nous aussi. Et c'est pas toujours... Alors moi je suis contre les idées conspirationnistes, ce qui est très fréquent chez nous, et même en Moyen-Orient. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. Donc, moi, je suis contre ça. Donc, les Iraniens doivent appartenir et il faut bouger, bien sûr. On doit accepter. L'absolu n'existe pas. La démocratie à 100% n'existe pas. La liberté à 100% n'existe pas. Mais à 90%, à 80% doit être accepté. On doit aller vers ça. Donc, il faut être un peu plus réaliste. Aller vers les partis politiques, aller vers les gens qui savent faire des programmes, qui savent proposer quelque chose pour un établissement de l'État, de gouvernement, pas uniquement sur les sentiments, mais de façon logique et scientifique.
Ça n'existe pas encore. Est-ce que c'est si facile de monter un parti politique, d'avoir des adhérents? Nous avons des partis politiques, mais ils ont été désertés et beaucoup étaient victimes de séparation, de dispersion et des différends entre les gens. Donc, le problème est très complexe. Moi, justement, je profite de l'occasion pour dire que voilà, la première chose, c'est bien sûr de nous, de peuple. Chacun doit appartenir à un parti politique. Pas uniquement en personnalité. Ça ne sert à rien de dire que moi j'aime cette personne, que ce soit qui que ce soit. Mais c'est l'idée, c'est si vous voulez, l'idée, le parti qui est important. Docteur Mourad-Rami, une question d'ordre personnel. Comment vivez-vous en France? Quel est votre quotidien? Est-ce que je suis médecin. Un garde du corps? Est-ce pas que du vous tout. avez des précautions? Pas du tout. Vous êtes quand même Je vais au moins 30. Quelle est votre vie quotidienne ici en France? Je suis en tant que médecin et en tant que J'ai un militant. cabinet, j'ai au moins 30-40 personnes par jour qui viennent me voir au cabinet. Je travaille 4 jours par semaine. J'ai aucune protection et j'ai pas besoin. C'est bien. Et quel rôle vous voulez jouer dans tout ce processus? J'ai des contacts avec beaucoup de gens. Ça fait à peu près 20 ans que je milite, mais je suis quelqu'un assez, si vous voulez, j'aime pas montrer. Je suis plutôt théoricien que praticien. J'ai fait pas mal de manifestations à Bruxelles, même en Norvège, j'avais des amis. J'ai fait plusieurs partis, mais c'était toujours pour provoquer et faciliter et promulguer la coalition et l'organisation de l'opposition. J'ai jamais voulu faire un parti politique. J'appartiens aux républicains, social-démocrates, tout ce que vous voulez, mais j'ai pas voulu faire moi-même un parti politique. J'avais énormément l'occasion. Je l'ai pas fait. Même on m'a demandé de faire une chaîne de télé il y a très très longtemps et j'ai toujours refusé parce que je pense qu'on en a assez. Il faut utiliser les partis qui existent, les personnes qui existent. On a des gens assez respectueux, assez intelligents dans l'opposition, mais malheureusement, soit ils sont seuls, soit ils sont un petit peu enfermés dans leur idéologie, ils ne sont pas assez ouverts. Mais vous n'êtes pas moins exposé que des militants qui sont sur le terrain, qui expriment leur... Si, je suis exposé. Je participe. Oui. J'ai toujours participé à des manifestations, moi, en tant qu'un citoyen. Voilà, pas en tant que chef d'un parti politique, mais en tant qu'un citoyen, bien sûr, j'ai participé. En Norvège, j'en avais pendant longtemps devant le musée de droits de l'homme. Une manifestation, c'était un groupe d'amis norvégiens qui organisaient je pense c'était les samedis, je ne me souviens plus, on organisait un samedi après-midi, on organisait une manifestation, je suis allé 2 fois en Norvège, 2-3 fois à Bruxelles, et récemment, même en 2009, donc non, j'ai participé en tant que citoyen, bien sûr, en tant que personne. Avez-vous une sorte de réseau européen? Je connais beaucoup de gens, j'ai des relations, bien sûr. Individuellement? Oui, bien sûr, j'ai des relations. Vous êtes en contact oui, bien sûr. Au niveau politique pour suivre la situation et éventuellement vous entendre sur les grandes lignes de ce qu'il convient de faire? J'essaye, oui. Mais je ne réussis pas. Et pour ces partis politiques, le problème c'est peut-être aussi qu'en Iran on ne connaît pas la démocratie comme ici, donc il n'y a pas l'habitude ou la si on ne connaît pas parce qu'on n'a pas bien enseigné, c'est la faute des enseignants dans un peuple et dans une société. Quand les gens ne connaissent pas, les élèves ne connaissent pas, c'est la faute de l'enseignant, du professeur. Mais pensez-vous... C'est pas le peuple. Le peuple n'a jamais fait tort. Pensez-vous réellement possible que même si les partis politiques iraniens se renforcent, il y a une réelle opposition démocratique. Un programme, c'est ça, c'est pas question de débat. La lutte, c'est l'Iran, c'est les peuples qui font. Mais nous avons besoin de répondre à la question qu'est-ce qu'il y aura après exactement. Tout à fait. Mais est-ce que vous pensez qu'après le régime d'Ayatollah qui est au pouvoir depuis 40 ans, serait capable, ne serait-ce que partager ce pouvoir qu'il détient? Non, jamais. Pas de partage. Pas de partage. Un mollah ne partage pas. Voilà, il faut le renverser. Un mollah ne partage plus. Ali Khamenei ne peut pas reculer d'un pas. Impossible. Il considère que c'est la fin. Oui, renverser, oui. Tout le monde se renverse. Il y a toujours une fin à n'importe quoi. Il y a toujours une fin, mais... Un pas en arrière, c'est la destruction totale, bien sûr. Ah non, pourquoi réformer? Même sur les hijabs, ils ne vont pas reculer en arrière, c'est impossible. C'est leur point de soif, enfin. Ça qui est grave.
Alors, Quand est-ce que vous n'avez plus de contact avec votre oncle? La dernière fois que je l'ai vu, il était président de la République, c'était en 1985, avant que je sorte d'Iran. Et on était, comme mon père était sorti en 84, était parti en Irak, on est allé avec ma mère. Moi, honnêtement, je voulais sortir, je voulais venir en France, parce que je ne pouvais pas faire mes études, je ne pouvais rien faire. Vraiment, je ne pouvais rien faire. Comme j'étais vraiment contre, je ne pouvais pas être embauché quelque part. J'avais un ou deux travails qui m'ont jeté dehors à cause de ça. Donc je voulais vraiment venir en France, mais ma mère voulait aller voir avec les enfants mon père et revenir. Donc on est allé voir mon oncle, il était président de la République. Ma mère a demandé un passeport pour sortir, aller en Turquie. Et que de Turquie, on aille à Bagdad, à Najaf ou à Bagdad, voir notre père. Moi, je partirai, et ma mère et mes sœurs rentraient à la maison. Et il n'a pas voulu, il a refusé, il a prétexté à l'époque que c'est Rafsanjani qui était contre. C'était pas lui qui était contre, c'était Rafsanjani. Donc moi, à la fin de journée, je lui ai dit, ce qui doit se passer se passera et je le sortirai ma mère. Et on sortira et on partira. Il a dit, faites attention. Donc, bien sûr, je n'ai pas écouté. Un mois après, on est sorti de la frontière pakistanaise. Et Rafsanjani, dans ses mémoires, pour dire qu'ils ne sont pas assez précis, ils ont dit qu'on est sorti de la Turquie. C'est faux, on est parti de Zaïdan et on est parti au Pakistan et à Karachi. On est allé à l'ambassade d'Irak et on est allé de l'Irak, on est allé à Bagdad. Et j'étais avec mes sœurs et mon petit frère. Pour aller voir votre père. Oui, et je suis resté 1 an et demi là-bas. C'était pendant la guerre, effectivement, et je suis venu en France en 86. Quelle famille énorme, bien. Combattants. C'est intéressant, bien sûr. Est-ce que vous croyez le rumeur qui dit qu'Ali Khamenei est un agent russe? Non, c'est faux. C'est complètement faux. Bien sûr, dans l'échiquier mondial, c'est faux. Effectivement, à l'époque où ils disent qu'il était à Moscou, il était locataire chez nous. Ah bah oui, et c'était... Ah bah oui, moi j'avais 2 ans, mon père. Alors, attendez, c'est intéressant parce que les gens ils savent pas. Il a habité avec vous? J'avais 2 ans à peu près, 2-3 ans. Il s'était marié, il n'avait pas d'argent, bien sûr. Nous, on avait une maison qui faisait 2 parties. Donc, nous, on habitait ici, il y avait deux bâtiments dans la même maison. Donc, de l'autre côté, mon père, il a dit, il peut venir ici. Et il a vécu 2 ans à cet endroit, à notre maison. Et il voulait donner l'argent, effectivement. Mon père ne l'a pas accepté. Mon père n'a pas accepté. C'est son père, c'est mon grand-père, qui a donné à ma mère une certaine somme symbolique en disant que voilà, pour le loyer. Il a vécu 2 ans dans notre maison, c'était au début de son mariage. Ali Khamenei n'est sorti nulle part. Quand il était petit, il est allé une fois. En Inde. En Irak, une fois. Ne mettez pas en doute, il est allé en Inde. Quand? J'étais dans le même avion. En quelle année? 83, je pense. C'est loin. C'est 1983? Oui. C'est après. Je parle d'après la Révolution. Je parle après la Révolution. Là, c'est très loin. Non, le rumeur que on vous dit, c'était quand il était jeune. Il n'est jamais nulle part. Et il est allé personnellement bien sûr voir le guide chez lui. C'est arrivé jamais nulle part. Oui, parce que le Poutine veut lutter contre l'Occident. C'est la guerre froide. C'est la guerre froide. Dans la guerre froide, on fait des choses comme ça. On a fait pire que ça. Donc, Ali Khamenei n'a jamais sorti d'Iran avant la Révolution. Il n'avait même pas vu Khomeini, avant que Khomeini. L'autorisation, en persan on dit Sahm-e-Imam, ça veut dire le droit de recevoir l'argent de la part des peuples, parce que les gens, on doit donner en certaines, comment ça s'appelle, donations ou un peu religieux, on donne au mollah. Et le mollah, voilà, il garde une partie et l'autre partie, il l'envoie à son chef, Khomeini ou autre. Et ce droit a été pris par mon père. C'est mon père qui est allé 2 fois de façon clandestine en Irak, à l'époque de Shah, l'ancien régime. Et c'est lui qui a pris son droit, tout simplement. Mais il n'a jamais vu Khomeini avant. Il n'est jamais sorti avant la révolution d'Iran. Oui,
pourriez-vous nous parler un peu de votre oncle? Vous avez quel souvenir? Très bon. Malheureusement, à chaque fois, c'est ce problème. C'est un problème pour moi, parce que à chaque fois que vous me demandez ça, je dirais, j'ai des bons souvenirs. Je suis désolé. Il est comment? Ben, il était gentil, il était bien. J'allumais sa pipe, je le massais, on arrivait à lui parler, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun problème. Ça, c'est contre moi, à chaque fois que je dis ça, les gens ils pensent que c'est politique. Non, mais avant la Révolution, c'était quelqu'un comme tout le monde. J'ai 4 oncles, et justement lui, et il y en a un autre que j'aimais, il y en a 2 que j'aimais plus que les 2 autres, donc faisait partie. J'aimais beaucoup Ali Khamni, Hadi Khamni. Et c'est difficile pour vous si c'est un oncle préféré? Bon, non, après, vous savez, c'est une question de politique idéologique, il n'y a rien qui sort. Mais même si c'était mon père, j'aurais peut-être réagi de la même façon. Ça, je ne suis pas sentimental. Une question, votre mère, elle vit aussi en exil en France ou Non, il est en Iran. Iran. Non, il est en Iran. Et est-ce important que, par exemple, que vous diffusez des lettres comme elle a écrit? Et quelle est l'importance? Je pense que c'était important, c'était le moment à le faire. Ça faisait longtemps, mais il fallait que les gens sachent. C'était un bon moment. C'était un peu en soutien à la Révolution et au mouvement des femmes. C'est important en tant qu'une femme de dire qu'on est. Et ma mère n'a jamais été pro-régime, nous non plus. Donc, mais elle n'est pas politicienne, elle n'a jamais participé à des mouvements ou à des. Mais quelle est la valeur d'une telle lettre? Je pense symboliquement, c'est important. Et c'est les gens qui apprécient, c'est à vous d'apprécier, c'est pas à moi de le dire. Elle n'a pas été inquiétée depuis? J'en aimerais bien. Qu'ils le fassent. Bien sûr, c'est important, c'est pour ça. Il faut les provoquer. Alors ce régime, plus vous les provoquez, plus il recule. Justement, on a vu récemment, ils ont beaucoup moins massacré qu'il y a quelques années, qu'en 3 jours, ils ont tué 1500. Donc il faut les agresser comme ils nous agressent. Une question de curiosité. Vu ce que vous faites, vu votre engagement, est-ce que que peut risquer un journaliste iranien qui écrit sur vous en Iran? Oui, bien sûr. Les gens qui me contactent, ils seraient en risque. Et même à l'époque, les gens qui venaient chez nous, ils étaient systématiquement interrogés. Et même en Iran, actuellement, il y a quelques amis de ma sœur qui ont été emprisonnés et interrogés. Même les gens qui étaient juste des amitiés, pas forcément des journalistes. C'est vrai qu'ils ne nous embêtent pas, tant mieux, mais celui qui nous contacte, il serait en danger. Quand vous dites interroger, c'est interrogatoire en prison. Musclé ou interrogatoire? Je ne sais pas, moi je ne peux pas mentir, je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais ils les ont interrogés, c'est-à-dire ils les ont demandé à venir, à questionner qu'est-ce que vous faisiez, pourquoi vous aviez contact, quel était votre contact, quelles étaient vos relations avec Farideh Moradkhani et les autres. Oui. Et même quand on est sorti d'Iran, quand je suis sorti, il n'y a personne qui était au courant. D'ailleurs, ils ont pas mal menti là-dessus. J'avais négocié moi-même avec un ami qui est sorti avec moi, qui n'est pas resté en Iran, la sortie avec une famille, des retraités, gendarmes, retraités à Zaïdan. C'était des Balouches. Et une fois qu'on est sorti, ils ont emprisonné mon oncle, le frère de mon père. Donc, dans l'autre sens. Le frère de mon père a été emprisonné pendant 40 jours. Pourtant, il n'était absolument pas au courant. Il y a encore des questions. 7 Français qui sont emprisonnés en Iran. Est-ce que vous avez le sentiment que la France est particulièrement visée Bien sûr. Tous les pays occidentaux, ils ont utilisé la prise d'otage comme en arme, dès le début jusqu'à maintenant. La plupart des prises d'otages, la plupart du terrorisme islamique, depuis 1979, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui est derrière. On n'a pas bien vu et on a laissé surtout les propagandes. Pendant des années, les satellites et les chaînes télé d'Internet, ils ont diffusé les propagandes des régimes iraniens. Et la plupart, soi-disant, des Arabes, enfin des musulmans sunnites, ont été influencés. Le sunnite et chiite, bien sûr, c'est différent sur le plan théologique, mais une partie des sunnites pensent exactement la même chose, sont aussi intégristes et aussi anti-soi-disant impérialisme, donc avec des idées de conspirationnisme et que c'est toujours la faute des autres. Mahmoud Mourad-Khami, nous avons passé un moment palpitant et extraordinaire. J'espère que j'ai réussi à... Les plus belles choses ont une fin.
vous remercie. Même les mauvais ont femme. Enfin, j'espère. Vous remercie pour ces moments extraordinaires et vous invitons à nous retrouver à chaque fois que à l'occasion sera possible. Et que peut-on dire en tant que journaliste, sinon soutenir votre mouvement? Et c'est notre devoir d'homme et de journaliste que de vous soutenir. Justement, à la fin de ce petit texte, j'ai remercié tous les Français, et même le peuple, et autres que les Français, enfin tous les peuples qui nous ont soutenus. Ça, on ne l'a jamais fait, il faut le faire, il faut dire, on vous remercie de nous soutenir, de diffuser nos informations. Bien sûr, c'est notre problème, mais on a besoin de vous. Et moi, je suis comme vraiment, je crois en démocratie. Je demande au peuple de demander à leur gouvernement d'arrêter d'aider ce régime. Moi, je ne demande pas directement au gouvernement, dans une démocratie, c'est pas correct. Il faut demander au peuple et aux partis politiques de nous soutenir et de faire tout pour que ce régime ne soit pas aidé.